Bonsoir madame et bonsoir monsieur. L'amour, c'est ce sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité qui peut être physique ou intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. Alors d'un autre côté, c'est ce sentiment qui peut conduire une personne à adopter un comportement particulier et aboutir même à une relation amoureuse si cet amour est partagé. C'est ainsi que l'on vit de l'euphorie, des papillons au bas-ventre et que sais-je encore. Ça, c'est la belle partie du film. Quand le même amour, quand il tourne mal, par vécu personnel ou par expérience des autres, vous savez ce que ça donne, je ne vous apprendrai rien. Vous allez voir tout de suite des images quand même insoutenables, par exemple d'une femme qui peut verser de l'huile chaude sur son mari en sommeil par jalousie. Alors aux dernières nouvelles, le monsieur, il va bien, il n'est pas décédé comme on l'a lu sur les réseaux sociaux, son état s'améliore. Donc, une femme qui peut verser de l'huile sur son mari en sommeil. Des images assez difficiles à supporter. Voilà. Ou encore, au Ghana, récemment encore, un homme qui, non content d'avoir répudié sa femme, qui est partie chez ses parents, la poursuit et lui verse de l'acide sur le visage. Par jalousie. Un homme qui peut verser aussi de l'acide sur le visage de sa femme, ou simplement un homme frustré de la séparation d'avec sa femme qui s'immole avec les enfants ensemble dans leur chambre. Comment est-ce que deux personnes qui se sont aimées, qui ont partagé plus que de l'intimité, deux personnes qui l'une ou l'autre peuvent décrire les parties les plus imparfaites du corps de l'autre, comment est-ce que cela arrive que les personnes qui ont partagé galère et fortune, qui ont partagé misère et bonheur, que ces personnes basculent et qui puissent commettre des drames aussi inimaginables? Est-ce qu'il faut repenser la définition et l'essence du mariage, des relations de couple, connaître sa personnalité, savoir qu'il faut savoir gérer sa nervosité, au-delà donc de condamner les actes qui ainsi malheureusement arrivent? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de mieux comprendre chacun de son côté pour s'attendre toujours au pire et pouvoir canaliser nos réactions? Nos experts en plateau ce soir sont là pour nous édifier. Je m'en vais dans quelques petits instants vous les présenter. Merci donc de suivre Jeudi Femmes de ce soir. Amour et passion, amour et drame. Au-delà des passions, il faut comprendre. Merci de nous suivre. Et donc, je m'en vais vous présenter les invités de ce soir. J'ai constitué un panel de personnes ressources, moins de témoins quand même. J'aime bien avoir des témoins pour parler dans l'émission, mais c'était encore un sujet assez délicat et donc difficile d'avoir des témoins. Au-delà d'avoir des témoins, c'était quand même, je pense, mieux d'avoir des experts pour nous conseiller. Vu que oui, au-delà de la condamnation, c'est quand même se préparer à des situations de ce genre pour éviter le drame. Alors je m'en vais vous présenter Monsieur Edem Tété, Georges Touglou. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue clinicien de la santé. Justement. Merci de partager ce plateau avec nous. Vous nous direz peut-être que c'est une affaire de personnalité, peut-être ces drames qui arrivent. C'est le psychologue, quand il apprend que quelque chose comme cela arrive, quelle est sa réaction première? Merci. Ça, nous sommes en face d'une personne malade. La personne qui commet l'acte. Oui. Bon, tout le monde se fâche, hein? Non, ce n'est pas affaire de se fâcher, mais c'est tout qui a eu un début, qui s'est produit et qui est passé à l'acte. Ce n'est pas tout de suite, subitement. C'est depuis, on parle de l'histoire de la chose. C'est cela. Il nous faut l'histoire de la chose. Et c'est cette histoire qui nous édifiera mieux sur ce qui s'est passé et qui nous aidera à comprendre le pourquoi cette dame ou ces personnes commettent de ces actes. Et qu'est-ce que l'autre, la victime, a pu faire à cet instant T
pour qu'on ait cette réaction. Parce que vous voulez justifier, c'est bon, on va rentrer dans les détails après. On va rentrer quand même dans les détails après, monsieur Touglo. Nous avons monsieur Adama Traoré, vous êtes homme d'église et accompagnateur de couple. Est-ce que c'est quand même des actes pour lesquels on peut trouver des raisons? Est-ce qu'on peut justifier le conjoint, la conjointe a dû faire ça pour provoquer l'autre, pour qu'il ait pu faire ça? Oui, justement, en fait, quand on parle du mariage, on parle de l'engagement de deux personnes matures, responsables, et qui doivent vivre dans une relation interdépendance. Vous voyez, interdépendance, cela signifie qu'ils assument leur personnalité, leurs actes, ils dépendent de Dieu, qui leur donne effectivement les ressources pour pouvoir être en bénédiction l'un à l'autre, pour un projet de vie commun. Comprenez? Donc ça, c'est le mariage idéalement compris. Ça. Non, en fait, Dieu, en créant le mariage, en fondant le mariage, en instituant le mariage... C'est comme ça qu'il a... Voilà, c'est lui qui a fondé le mariage, c'est lui qui a institué le mariage. Ce n'est pas une culture, ce n'est pas une nation, c'est pas... Voilà, donc c'est Dieu qui a institué le mariage. Et si nous voulons vivre le mariage, il faut effectivement suivre ces instructions. Quand vous avez effectivement un appareil, n'importe quel appareil, c'est accompagné effectivement du mode d'emploi. Alors, si vous ne suivez pas le mode d'emploi et que vous faites casser la machine ou l'appareil, bon, ça vaut risque et péril. Voilà, donc là, effectivement, on découvre que là, quand des gens s'engagent, il y a leur histoire de vie, comprenez, leur personnalité, qu'il faut prendre en compte. Voilà. Et quand on arrive à de tels drames, on se dit, mais tiens, voilà, il leur a manqué beaucoup de choses. Voilà, ils ont traîné des tares, des déficits qui finissent par prendre le dessus. Par prendre le dessus, et puis finalement, comprenez, ça engage tout le monde. C'est-à-dire que les conséquences... vont pas être évitées. Tout le monde va subir, juste parce que quelqu'un n'a pas su être ce qu'il fallait être. Voilà. Donc, un déficit affectif qui va conduire à un sentiment d'insécurité, de dépendance affective. Bon, un déficit qui a peut-être pu être traîné depuis l'enfance. Voilà. Et qui se répercute. Et qui se répercute sur tout le monde. Nous créons en fait des monstres nous-mêmes dans nos sociétés. Voilà, c'est ça le problème. Allez. Monsieur Magloire Agbenido, vous êtes également coach conjugal. Le sujet vous choque et vous interpelle également. Oui, d'abord, nous voulons présenter toutes nos sympathies à notre frère qui a été victime de cet acte-là. Et c'est un peu dur à comprendre, mais c'est aussi ça, l'être humain. Comme le monsieur Adama l'a dit tout à l'heure, l'homme n'est pas que physique, c'est aussi un être émotionnel, c'est aussi un être spirituel. Donc il y a un tas de choses qui se passent à l'intérieur de l'homme des fois, que nous-mêmes des fois on ne comprend pas. Et donc quand ça se passe, comme tu l'as dit, on aurait bien quand même écouté des gens pour qu'ils nous disent comment ça s'est passé. Parce que là, nous sommes dans la supposition et dans les hypothèses. On suppose que. Donc on va réfléchir dans ce sens-là. Pour dire, pour moi, je me demande si vraiment ils ont compris le mariage. OK? Parce que pour moi, le mariage, c'est je connais tes faiblesses, je sais ce que tu ne peux pas faire, mais j'accepte t'aimer comme tu es, avec tes imperfections et tes incapacités. Donc, ça veut dire que, comme M. Adam l'a dit, je suis mature, je suis capable de pouvoir te supporter. Maintenant, je dois aussi comprendre que dans le mariage, tu deviens moi, je deviens toi. Donc, ce que je ne peux pas me faire, je ne peux pas te le faire, normalement. Donc, aller verser de l'huile sur mon corps, je ne peux pas le faire. Donc, si je le fais, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas ce que je suis venu chercher. Pour moi, c'est ça. C'est ça. Alors, Madame Claire Quenum, la seule femme du panel, bien évidemment, c'est compliqué. C'est bizarre, mais un sujet qui interpelle autant la femme, c'est compliqué d'avoir des femmes pour en parler. Merci, Madame Quenum Claire, d'être avec nous. Vous êtes coordinatrice de l'ONG Floraison et activiste pour les droits de la femme. Merci de partager ce panel. Quand vous en entendez, vous en apprenez des drames de ce genre, ce n'est pas que la femme qui fait subir cela à l'homme, mais parallèlement, l'homme également fait subir des drames à la femme. Dans ce cas précis, quelle est votre réaction? C'est choquant comme événement et ça nous interpelle tous et toutes.
parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que les valeurs même de la vie humaine ont été bafouées, bousculées. Et on se demande si on a compris les fondamentaux même de la vie humaine, de la personne Au-delà humaine. donc du mariage, c'est les fondamentaux de la vie humaine. De la valeur vie de l'homme. humaine même, de l'être humain. Et là, comment est-ce qu'on est arrivé au mariage? Est-ce qu'on a compris ce que c'est que le mariage? Est-ce qu'on a compris pourquoi on est ensemble? Est-ce qu'on sait ce qu'on est venu chercher dans ce contrat-là? Est-ce qu'on sait que c'est une complémentarité qu'il faut exercer? Alors là, cet acte-là devient vraiment un drame, un choc pour l'humanité et pour la personne humaine. C'est cela. Alors, parlons précisément du cas, puisque on dit souvent, on parle de mort kilométrique en matière de journalisme. C'est l'événement qui se passe le plus proche de toi, qui t'émeut le plus. Oui, je vous le disais que le monsieur, il paraît qu'il est vivant. Il est aux dernières nouvelles qu'on a eues. Il est bien vivant. Les réseaux sociaux l'avaient annoncé pour mort depuis quelques jours. Son état, heureusement, s'améliore et sa femme est effectivement aux arrêts dans une des prisons de notre pays. Pour éviter que cela nous arrive, parce qu'on n'est pas épargné, hein, ça peut arriver à tout le monde, que l'on commet de ces travers, peut-être après qu'on regrette, qu'on se dise comment est-ce que j'ai pu faire ça, monsieur le psychologue. Vous savez, tout le monde peut être coupable de cela, victime finalement de ces genres d'actes. Victime, c'est-à-dire c'est nous qui commettons, mais au-delà d'être coupable, on est quand même quelque part des victimes aussi. Oui, vous savez, il est facile d'en parler si on ne connaît pas ou si on n'a pas conscience de la chose. Vous aurez voulu avoir des témoins, mais je pourrais vous faire plein de témoignages. Bien, si on veut analyser le cas, le mariage, la plupart du temps, c'est quoi? Qu'est-ce que l'homme recherche chez la femme? Qu'est-ce que la femme recherche chez l'homme? Mais des fois, la plupart du temps, c'est comme une contrainte. Parce que la femme est tombée enceinte et on a été obligé de l'épouser. Mariée d'office. Parce que le monsieur se dit, parce qu'elle est tombée enceinte, je dois l'épouser. Et il n'y a pas, comme M. Adama l'a dit, il n'y a pas eu les fondamentaux avant la décision de se mettre ensemble. Mais en même temps, est-ce qu'on ne doit pas préciser que ce ne sont pas forcément des genres d'événements qui surviennent qu'en relation de mariage, mais même des gens en concubinage, on n'est pas, dans relation de couple, ça peut arriver, ce n'est pas on parle dans le mariage. je parle justement de la relation du couple. Okay. Le mariage, c'est la légalisation. Mais je parle du couple. Ça s'entend alors. Oui, le couple. Lorsque l'homme et la femme se mettent ensemble. Justement. Et il y a des frustrations qui se créent au début même de la formation du couple. Et ce sont ces frustrations, cet art-là, qui évoluent et qui se transforment en règlement de compte. Règlement de compte. Le mot est bien choisi. Ah ouais. Règlement de compte. Parce que là, dans ce cas, peut-être on a eu dire que c'était une affaire d'infidélité, etc., etc. Lise, je t'explique mieux. Peut-être que ce n'est pas toi que je veux épouser, mais tu m'as forcé à t'épouser. Je t'ai épousé et voilà. Tôt ou tard, je me venge. Inconsciemment? Non, pas inconsciemment. J'ai dit tôt ou tard. Ah ouais. Parce qu'il y a une douleur morale qui est là. Je souffre. Parce que ce n'est pas avec toi que je vais partager ma vie, mon existence. Mais qu'est-ce qui t'a obligé à m'épouser? Justement, la grossesse? Ça, c'est une cause. Des fois, ce sont les parents. Ce sont les autres. Je vous donne un cas ou un exemple. Je suis avec une femme, mais mes parents, ma famille, mes amis sont contre. On est d'accord? Ils trouvent que ma femme ne leur va pas, puisque c'est leur femme. Justement. Mais maintenant, alors que c'est elle que j'aime,
C'est avec elle que je vais partager le reste de mes jours. OK. Comme c'est une relation interdite, je vais chercher une autre. Qui plaît aux autres. Et là, tout le monde l'accepte. Vous pensez que celle-là, que tout le monde aime, moi je l'aime? Non. Moi je l'accepte? Non. Que pensez-vous que je ferais d'elle? Alors, qu'est-ce qui oblige à faire plaisir autant aux autres? Je dis que c'est quoi cette obligation à penser à ce que l'autre pense, ce que l'autre veut pour moi, que ce que moi-même je veux pour moi? En fait, ce n'est pas une obligation, mais c'est le fonctionnement du psychisme. Notre psychisme fonctionne de manière à éviter le déplaisir et à aller vers le plaisir. Des autres? Non, c'est que, bon, ce qui me fait du bien. Je vais vers ce qui me fait du bien et je fuis ce qui me fait du mal. Donc, devant toute décision, le psychisme prend une décision en fonction du plaisir. Mais c'est contradictoire si on pense comme cela, parce que ce qui me fait du bien ne me fait pas forcément du bien. Ce qui fait du bien aux autres que je veux, c'est-à-dire, il faut savoir faire la part des choses. C'est-à-dire, non, on parle du psychisme, c'est pas toi, c'est le psychisme. C'est tout un ensemble. Okay, d'accord. C'est tout un ensemble et c'est lui qui prend la décision. Donc, si, dans l'exemple que je viens de donner, si les autres aiment ma nouvelle femme, donc je suis obligé d'aller avec la nouvelle femme parce que c'est ça qui m'apporte le plaisir, la joie de vivre en famille des autres. Et pour avoir moins de frustration, de tout cela. Donc, je vais choisir d'aller vers cette dernière, sachant très bien que moi, c'est ça, le moi, je souffre. Au lieu d'aller avec celle que je veux, dont tout le monde est contre. Maintenant, ça, c'est dans les cas exceptionnels que, justement, c'est dans les cas exceptionnels qu'on choisit ce qu'on veut. Envers et contre tous. Mais justement, je crois que c'est là où il y a un peu, je ne dis pas le dilemme, mais il y a un peu ce quiproquo, parce qu'en fait, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et quittera son père et sa mère. C'est-à-dire que ce qu'ils pensent de ma femme et de mon mari, ça ne me concerne pas. Parce qu'en fait, le mariage engage. C'est vrai que nous avons cette conception de voir le mariage comme étant le duplicata du mariage de nos parents. Donc, dans le temps, c'est eux qui choisissaient. Voilà, c'est eux qui choisissaient. Mais en fait, là, il y avait un certain canevas à suivre. On voulait inculquer certaines valeurs. Oui, c'est ce que j'allais dire, que quand ils choisissaient également, ce n'était pas mauvais dans l'absolu. Non, on cherchait certaines valeurs. Parce qu'effectivement, je crois qu'eux-mêmes, ils étaient des modèles. Alors, ils voulaient que leurs enfants... Exactement. Bon, et là, maintenant, on fait quoi? On voudrait, très souvent, les parents, ceux qui n'ont pas pu vivre, alors ils voudraient le vivre à travers leurs enfants. Vous comprenez? Et là, maintenant, ces enfants-là deviennent, en quelque sorte, dépendants du choix de leurs parents. Et ce qui peut aller à l'encontre même de leurs objectifs ou de leur vocation. Vous voyez? Donc, c'est en ce moment qu'il va y avoir fait un conflit. Et l'homme, c'est la raison pour laquelle je souligne tout au départ que l'homme doit être responsable, il doit être mature, il doit savoir ce qu'il veut, pas être complaisant. Complaisant, effectivement, je vis le choix de l'autre. Et pour subir finalement les conséquences. Voilà. Donc ça, c'est important. Nous devons apprendre à être matures. Et responsables de nous-mêmes, responsables de nos actes. On est responsable de nos choix. Nous devons déterminer nos choix. Envers et contre tous. Bien sûr, parce qu'en fait, quand on le sait, c'est quoi, c'est important de savoir canaliser tout cela. C'est mon choix de vie. C'est mon style de vie qui me détermine, en quelque sorte, mes décisions. Maintenant, si je ne sais rien de ce qui est but de ma vie, je ne sais rien de tout ce qui peut être objectif pour atteindre mon but dans la vie, alors je vais subir le choix des autres. Ça, c'est évident. On va traîner des frustrations. Exactement, on va traîner des frustrations. Voilà, je vais traîner effectivement les frustrations. Et là, pour finir, parce que quand on vit les conséquences de toutes ces choses, les parents ne sont pas là. C'est clair. C'est nous-mêmes effectivement qui vivons aujourd'hui ce que ces couples ou ces différents couples vivent. Voilà, ils sont pas bon. C'est vrai, ça c'est juste ce que
les caméras ou effectivement les réseaux sociaux nous présentent. Mais derrière mais tout ce qui se passe, voilà, le train-train quotidien, on a l'habitude de recevoir effectivement des couples, on sait ce qui se passe. Voilà, si ce n'est pas la femme qui frappe l'homme, donc c'est la femme. Voilà, il y a tout cela. Maintenant, et quand on arrive, quand on va effectivement avec ces gens et dans leur histoire de vie, on rend compte qu'il y a eu beaucoup de défaillances, beaucoup de déficits, et qu'il y a même au niveau effectivement de la famille beaucoup de choses qui ont été un peu beaucoup de ratés. Finalement, voilà. Ils sont nombreux à être en fait les coupables de ce drame. Et la conception du mariage va être faussée. Voilà. Parce que dès l'instant qu'on a une conception fausse du mariage, évidemment, tout ce qu'on va vivre va être faussé. C'est clair. Vous voyez, parce qu'on a vu le mariage, certains ont vu le mariage comme une forme de sponsoring. Voilà, il va s'occuper de mes parents, il pourra faire ceci, il va construire une maison. Ça, c'est du sponsoring, ça, c'est effectivement... Voilà. Ou bien, on verra le mariage comme un refuge. Bon, pour ce qu'on a subi dans sa famille d'origine. On fuit, on cherche. Fuit. Donc, voilà. Et là, ce n'est pas le type de personne qu'on cherche, mais là où je peux me réfugier. Vous voyez, en fait, tout cela, ça comporte beaucoup de difficultés. C'est clair. Monsieur Agbenidou, vous dites que le mariage est un engagement sacré à rendre l'autre heureux. Et donc, malgré les fautes, les erreurs, les faiblesses de l'autre, on s'engage à l'accompagner, à le comprendre, que de le tuer, que de lui faire du mal. Oui, c'est ça. Parce que, et ça, c'est très important. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on comprenne que le mariage, c'est un engagement. Et les engagements, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour des personnes responsables. C'est pour des personnes matures. J'ai vu que tu ne peux pas faire ça. Mais quand je dis je t'aime, c'est que je t'aime avec tout ce que tu es. Et c'est ça, en fait. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ce que je ne peux pas me faire, je ne peux pas te le faire. Et quand tu fais une chose, j'essaie de comprendre pourquoi tu l'as fait et non de te tuer. Mais quand ça arrive à là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, pour revenir peut-être à la question du choix pour faire plaisir aux autres, des fois, ça vient aussi de notre enfance, la façon dont la personne a été éduquée. Parce que quand vous regardez, jusqu'à 3 ans, normalement, l'enfant doit pouvoir avoir la capacité de pouvoir s'exprimer. C'est à cet âge-là que nous arrivons véritablement à décider de ce que nous voulons faire. Mais quand tu regardes un peu dans nos maisons, à 3 ans, on dit à l'enfant ne fais pas ça. L'enfant ne parle pas devant les grands. Justement, ne fais pas ça. On veut le protéger, on veut faire ceci. Finalement, la personne grandit avec cet art-là. Parce que l'âge où il doit être capable de pouvoir décider pour lui-même, on dit on ne le fait pas. Il est toujours protégé. Donc, tout le temps, il veut faire des choses pour faire plaisir. Il grandit avec ça. Et on a 2 cas des fois. Tu vois des gens, ils ont grandi avec cette frustration. Quand tu parles, ils ont toujours quelque chose à dire. Ils doivent toujours dire... Il sait que tu as raison. Mais il faut qu'ils disent quelque chose. Voilà. C'est la frustration qu'il a amassée là, qui est en train de s'exprimer comme ça. Ou d'autres, ils sont de l'autre côté où ils ne parlent pas. Même s'il est dans son droit, il ne peut même pas réclamer. Parce qu'il n'a pas appris à parler. Justement. Tu vois, donc, en fait, comme tu l'as dit, c'est ça qui nous a même amené à créer aujourd'hui l'école des jeunes célibataires équilibrés. Parce qu'on a accompagné des jeunes qui étaient dans le mariage. On s'est rendu compte que les problèmes qu'on gérait n'ont rien à voir avec la relation. C'est plutôt les individus. Donc, on s'est dit, si on ne prend pas les individus en amont pour les travailler, on met les gens ensemble, ça ne marche pas. Donc, il faut d'abord prendre les gens, les faits, ce que nous appelons l'équilibre tridimensionnel, le corps, l'âme, l'esprit, la psychologie, on travaille tout ça pour que la personne se comprenne, se connaisse, où sont mes limites, où sont mes forces et tout ça, avant de dire oui à quelqu'un. Et tu sais ce que je peux accepter, ce que je ne peux pas accepter, avant de rentrer dedans. Dans le mariage, c'est cela. Donc, il faut même engager la personne, parce que ce n'est pas tous qui ont besoin de conseils. Il y en a qui ont plus besoin de thérapie que de conseils. Voilà, il faut pas tout le monde. Il y a des gens qui ont plus besoin de thérapie que de conseils. Donc c'est une affaire de connaître sa personnalité. Il faut que chacun se connaisse. Et c'est pas courant, c'est pas évident. Non, les gens s'ignorent. Les gens s'ignorent. Complètement. Monsieur le psychologue, les gens s'ignorent, hein, les gens ne se connaissent pas. On va pas vraiment voir le psychologue. Il faut plutôt dire on s'ignore. Oui, bon, on s'ignore. Nous, on est nombreux, on est tous dedans. C'est-à-dire qu'on va pas voir, on n'est pas fou là, on va pas voir le psychologue. C'est comme ça qu'on le prend. D'aller voir le psychologue, je dis que c'est pour les... Ça va pas, je vais bien, je peux pas voir le psychologue. Alors que c'est pas ça, il faut qu'on ait une autre vision, il faut qu'on sache qu'il faut qu'on se connaisse soi-même. Comment on fait pour se connaître soi-même? Oui, Lise, tu sais, c'est parce que ceux qui doivent donner l'information ne la donnent pas.
C'est-à-dire, en français facile. Il y a les parents qui ne savent pas. Déjà, j'allais dire, est-ce qu'eux-mêmes, ils ont l'information? C'est ça. Bien. Eux, ils ne savent pas. Ils ont créé quelque chose. On ne va pas dire monstre. Ils ont créé quelque chose. Maintenant, nous, les autres, pasteurs, coachs, médecins, journalistes, tout ce que vous voulez, c'est à nous d'aider l'individu à aller voir le spécialiste, qui est le psychologue. Oui, mais jusqu'à ce qu'un drame n'arrive, on ne sait pas toujours, on ne sait pas souvent. Non, Oui, si tu permets, je vais te donner un exemple. Une petite parenthèse. J'ai reçu une fille comme ça. Et elle m'a dit, elle devait suivre nos cours, elle m'a dit que elle, chaque fois qu'elle est dans une relation, elle fait tout pour faire du mal aux hommes. OK? Bon, elle se connaît. Maintenant, je l'ai posé là, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'elle m'a expliqué qu'elle a vécu des choses avec des hommes. Et comme tu disais tout à l'heure, elle veut se venger chaque fois qu'elle est dans une relation. Elle dit ça, il faut aller voir un psychologue. Et donc, je l'ai amené voir un psychologue, un spécialiste, pour qu'on puisse l'aider. Mais ça, c'est de l'honnêteté quand même. Elle est honnête. Elle a su qu'elle avait un problème comme cela. Oui, parce qu'elle a écouté. Il a fallu le label entretien. C'est dans les entretiens, généralement, que les gens finissent par... ça, oui. Parce que dans nos cours, on a parlé des blessures émotionnelles. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien avec elle. C'est comme elle dit, il faut avoir l'information. Justement. On a où? L'école de la vie, c'est pas quelque part, on s'inscrit, c'est pas un CP2, non. D'abord, savoir qu'il y a quelqu'un qui existe, qui est le psychologue, qui peut aider. D'abord, savoir qu'on a un souci avant de savoir que le psychologue... Non. Tu sais, il y a deux aspects de la chose. Savoir qu'on a un souci, soit on le sait, soit on ne le sait pas. Quand on ne le sait pas, c'est l'autre qui nous regarde, qui nous dit « ça ne va pas, va en consultation ». En fait, c'est ça. Et quand on sait, c'est parce qu'on veut prendre une décision ou bien on a pris une décision et il y a inadéquation. Essentiellement, on se dit, c'est comme si quelque chose ne va pas. C'est comme si ce que je veux, c'est pas ça. C'est en ce moment que la personne va chercher de l'aide. C'est en ce moment que la personne ira vers le religieux ou ira vers, je ne sais pas, une autre personne pour demander l'aide. Et cette personne, normalement, après l'avoir écouté et ayant fait l'état des lieux, dira, ça c'est, tu as besoin d'un spécialiste pour t'accompagner, pour t'aider. C'est ça. Mais c'est ce que souvent nous ne faisons pas. C'est cela. Alors, Madame Kerom, il faut connaître sa personnalité, comme on dit. Ce n'est pas toujours évident d'accepter qu'on a un souci et de se faire accompagner. Oui, ce n'est pas toujours évident. Et cela dépend de l'éducation qu'on a reçue. Et là, il y a beaucoup de choses qui se passent au sein de la famille. Ce sont les parents qui préparent d'abord la personne depuis le bas âge. Mais quand il y a des problèmes dans l'éducation de base, dans l'éducation familiale, les personnes traînent cela toute leur vie. Et à un moment donné, il faut avoir des gens autour avec qui vous parlez et qui sont honnêtes avec vous. Et vous-même, que vous soyez honnête avec vous-même pour déceler le mal dont vous souffrez. Parce que sans cela, vous continuez à traîner les frustrations, les tares autour de vous. Et vous allez, et ce que nous constatons le plus souvent dans la société, on trouve que l'enfer, c'est l'autre. On ne voit pas que moi-même, je peux avoir une responsabilité dans ce qui se passe. Je peux avoir, comment dirais-je, un devoir dans ce qui se passe pour corriger la situation dans laquelle je me trouve. Et là, je dis l'éducation, toujours l'éducation. Et là, le problème qu'on a, et M. Adama l'a dit, les gens s'improvisent pour aller au mariage. Les gens veulent se conformer à des normes sociales. Oui, quand on te dit, bon, l'âge passe quand même trop bien, il faut te trouver une femme. Ou alors pour la femme, on dit, quand même, tu as passé 35 ans, il faut te caser quelque part. Et donc, ça devient une obligation de la société et on veut se conformer. Ou bien, bon, on a évolué, on a des diplômes, on a un emploi. On dit, ah tiens, là, si tu ne te maries pas, on ne va pas te respecter. Tu n'auras pas d'avancement dans ta carrière, etc. Il y a des
des contraintes de la société. Et là, si la personne n'a pas été éduquée à prendre ses responsabilités, à se connaître, la personne se conforme tout simplement. Et au fond d'elle-même, elle souffre. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et ça peut, à un moment donné, la personne peut craquer et faire du mal à l'autre, parce que, en fait, on m'a dit de me marier, mais ce n'est pas ça, mais je souffre plutôt dans le mariage. Autant me débarrasser de cette relation. Et la personne se défoule, la personne se venge, et c'est grave. Et c'est grave. Alors, on dit qu'on apprend, vous parlez d'éducation à la maison, mais est-ce que c'est à la maison aussi qu'on apprend la jalousie, comment gérer sa jalousie? La jalousie, déjà, est-ce que c'est pas normal un peu de ressentir de la jalousie quand on aime quelque chose, quand quelqu'un d'autre l'approche? Peut-être on a peur que... La jalousie, c'est normal, hein, Madame Quenon? Normal. On peut protéger ce qu'on aime, mais la jalousie ne fait pas du bien. Il faut être objectif dans ce qu'on fait. Il faut être mature et responsable dans ce qu'on fait. Et là, il faut l'apprendre aux enfants déjà. Quand les enfants ont des jouets et qu'ils partagent des jouets, et que l'un prend le jouet de l'autre et qu'il y a problème, c'est là que les parents doivent déjà intervenir pour dire que quand tu es dans une société, quand tu es avec des autres, il faut respecter les autres, il faut voir l'opinion de l'autre, il faut gérer la réaction de l'autre. Et de fil en aiguille, et depuis l'enfance, l'enfant apprend à être tolérant, à être responsable et à faire des choix. Et c'est important de faire des choix dans la vie. C'est cela. Donc, on peut apprendre à gérer sa jalousie depuis la maison. La jalousie, Monsieur Adama, dans le couple, est-ce que c'est un moteur ou alors est-ce que c'est un carburant, hein, quand même, pour allumer toujours la flamme, ou bien c'est plutôt une panne, un grain de sable qui peut tomber dans l'engrenage comme ça? Pour allumer la flamme, on n'a pas besoin d'être... Non, pas rallumer, mais raviver toujours, maintenir. Raviver la flamme ou réactiver la flamme. Tout cela, enfin, quand tu es jaloux, on n'a pas besoin de jalousie. J'ai eu entendre des femmes dire... Alors, je vois l'indifférence de mon mari, alors je veux le rendre jaloux. J'ai dit, madame, vous jouez à un jeu très dangereux et vous risquez d'être emporté par le feu que vous allez allumer. Vous savez, lorsque dans la famille, certains enfants ont connu une éducation assez autoritariste, où on a manqué d'avoir une bonne relation avec eux, que ce soit une relation paternelle ou une bonne relation maternelle, vous savez, cette frustration va les amener à vouloir chercher des compensations. Et puis aussi à pouvoir eux-mêmes, parce qu'on n'a pas accès à la mentalité, à l'esprit de l'enfant. La manière dont il perçoit les choses, dont il conçoit les choses, il interprète de façon subjective, il intègre ce qu'il en tire comme conclusion. Aucun parent n'a accès à ça. Vous voyez ? Et tout en grandissant, et surtout que ses parents n'ont pas cette relation, cette communication avec l'enfant pour savoir ce qu'il pense, même observer ses agissements. Et même quand il voit que c'est gauche, au lieu plutôt de chercher à créer une convivialité, etc., une bonne relation, alors c'est quoi? C'est l'accusation, c'est bastonnade, etc. Vous voyez? Et c'est cet enfant qui va grandir. C'est comme ça, j'ai reçu un couple, et ce monsieur assez dépendant affectif, et très susceptible, très jaloux. En fait, il était d'une jalousie maladive, au fait. Même quand sa femme au travail, il n'appelle pas la femme sur le portable, il appelle la femme sur le combiné du bureau. Pour être sûr qu'elle a la bureau. Et puis, dans la journée, entre 8h, il peut appeler plus de 5-6 fois. Bon, c'est de l'affection. La femme lui manque, il veut... Non, ça, c'est pas de l'affection. C'est un naufragé. Ce monsieur, c'est un naufragé affectif. Alors, il a trouvé en la femme une bouée de sauvetage. Vous voyez, c'est pourquoi l'amour peut être galvaudé, peut être trafiqué par moments. À cause de quoi? À cause du fait qu'on a mal conçu, on a mal intégré les valeurs qu'on croit être de l'amour. Vous voyez? Ouais, les valeurs qu'on croit être de l'amour. Exactement. Ça, j'aime bien, ouais. Exactement, c'est ça. Et finalement, il a battu, et c'est lors d'une bastonnade qu'elle a fui. Elle a fui de la maison, et elle s'est réfugiée chez des amis, et eux qui me connaissent, tiens, voilà, ce monsieur, il s'occupe avec moi de couple. Ah, d'accord. S'il ne va pas pour sa thérapie, je ne retourne plus à la maison. Vous
Parce qu'elle savait qu'elle était en danger. Et c'est comme ça, ce monsieur est venu. Et alors j'ai décidé, puisque vous savez, les drames dans le mariage, les problèmes dans le mariage, c'est l'ensemble des problèmes individuels. C'est l'ensemble des problèmes individuels. Donc alors, on va faire des séances individuelles. Et même quand c'est autour de la femme, et qu'il vient accompagner la femme pour les séances, quand il part 5 minutes, il appelle la femme. J'ai lui décroché, il répond lui. Il sait où la femme est. Il sait où la femme est. Et c'est qu'elle fait. Mais Elle il avec appelle. un homme. Donc il faut qu'il appelle. C'est un manque de confiance en lui-même. Il est insécurisé et il s'établit, et puis il s'établit des scénarios imaginaires. C'est ça. Voyez? Donc, il essaie toujours d'agencer ses imaginations pour se conformer à ce qu'il pense. Et ça vient d'où? Quand vous avez creusé, c'est son histoire passée. Effectivement, c'est son enfance. Il n'a Ce qu'il a vu ses parents faire. Il n'a pas connu d'enfance stable, sérieuse. Il a été assez... Non, ça a été dur pour lui. Ça a été assez dur pour lui. Et c'est dans ces séances individuelles, ces thérapies, le monsieur va être vraiment rétabli, la femme aussi. En fait, séance ensemble, effectivement, pour essayer effectivement d'agencer tout ce que de part et d'autre les autres. Bon, c'est un couple qui a été rétabli. Ouais. Voilà. Généralement, les couples ne viennent que lorsqu'il y a une crise. C'est clair. Et c'est pourquoi nous avons décidé de faire, par exemple, ça c'est félicitations pour l'école de fiancés, voilà, donc accompagner moi je l'appelle les candidats au mariage, les accompagner, faire des séances individuelles, faire des séances d'ensemble, voilà, pour des thérapies, la guérison de certains souvenirs, la libération, même encore, avec d'autres personnes, il y a même des influences spirituelles, il faut passer par la délivrance. Voilà, il faut les accompagner sérieusement. Bon, Dieu merci, tous ceux que nous avons accompagnés aujourd'hui, ils vivent une vie conjugale, une vie de mariage. Ce qui prouve qu'effectivement que c'était un vrai problème. Un vrai problème, voilà. Qu'il fallait guérir. Non, on ne sait pas qu'on vit des problèmes. On ne sait pas. Alors vous leur apprenez comment accuser, comment recevoir les chocs et savoir les gérer. Que ce soit au-delà des suspicions, même quand on voit, par exemple, on voit son partenaire avec quelqu'un d'autre, mais en position vraiment délicate, en position, il n'y a même plus à réfléchir. Qu'est-ce qu'ils font? Je dis, c'est tellement évident, tellement éloquent. Comment est-ce qu'on leur apprend? Qu'est-ce que vous leur apprenez pour qu'ils accusent le choc, mais intelligemment, et que même le fassent pas un AVC, et puis qui ne tue pas l'autre? Vous savez, si vous n'arrivez pas à vous aimer, personne ne vous aimera. La première personne à vous aimer, c'est vous-même d'abord. Si vous arrivez à vous aimer, vous êtes indépendant. C'est-à-dire indépendant de l'action de l'autre. Je ne dépends pas de l'action de l'autre quand cette action porte à faire mal. Mais ça fait mal, hein? Non. Ce que j'explique, c'est une réalité. J'entends souvent des gens... je reçois souvent des coups. Mais pourquoi je ne subis pas la douleur? Tu ne subis pas beaucoup la douleur. Pardon? Non. Pourquoi je ne subis même pas la douleur? Hein? Non, je vous le dis. Ça peut arriver. Non, si vous vous mettez dans la mentalité, dans l'esprit, dans le jugement de la personne, dans l'opinion de la personne, si vous acceptez cela contre vous, vous donnez accès à vous faire, vous lui donnez accès à vous faire du mal. Votre jugement ne me détermine pas, c'est votre opinion. Maintenant, moi, je dois apprendre à m'aimer et à savoir que je suis aimé de Dieu et Dieu a Dieu a sa pensée, c'est lui qui m'a créé à son image. Voyez, c'est le fabricant qui peut donner la valeur à ce qu'il a fabriqué. C'est la BCAO qui donne la valeur aux billets de banque. Ouais. Voilà, que vous soyez américain, vous venez pour dire non, vos billets votre français... Votre billet là, 5 000 là, il vaut 200, c'est 5 000. Non, le billet va toujours fonctionner selon la valeur qu'on lui a donnée. La raison pour laquelle je dis, la première personne à vous aimer, c'est d'abord vous-même. Quand vous arrivez à vous aimer, alors vous ne dépendez plus du regard des autres, vous n'êtes plus complaisant. Vous comprenez? C'est clair. Voilà, parce que vous avez acquis des valeurs, vous avez intégré des vérités concernant votre personnalité, votre vie. Et ces valeurs ne viennent pas de l'opinion des hommes, mais cela vient de Dieu. Voilà. Et on va apprendre à s'aimer de l'amour de Dieu, cet amour est inconditionnel, cet amour n'est pas profiteur. On a maintenant tout ce qu'il faut de cet amour et pour se faire du bien et aussi pour faire du bien à l'autre. Parce que Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est amour. Et lorsque cette nature est en moi et que je développe
cette bonne image, cette nouvelle identité que j'ai en Christ, alors ça, vous comprenez, on est protégé, on est préservé. Et c'est ce qui nous amène à connaître l'autre, à comprendre l'autre. Comprenez? C'est ce qui nous amène à comprendre l'autre. Ah tiens, il a fait ceci, il a fait cela. Et même c'est ça même qui va nous donner, dès le départ, avant le choix de savoir si c'est avec cette personne est marié ou pas. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes fiancé avec quelqu'un, et la personne vous gifle, vous n'êtes pas encore marié. Mais vous devez comprendre que il y a des choses qui sont là. Non, c'est pas l'amour, comme il m'aime là. Non. Je constate que souvent ces gens sont des dépendants affectifs. Comme il m'aime là. Non, l'amour ne fait rien de malhonnête. Non. L'amour ne fait Non, c'est pas en fait, je suis en train de donner oui, mais cet amour parce dont que il là, parle- c'est des réponses qu'on te donne, mais ça te choque. Cet amour dont il parle n'est pas C'est de pas de l'amour, l'amour. c'est de la C'est pas de dépendance. l'amour, ouais. Raison pour laquelle je dis que le mariage, c'est une relation interdépendance. Maintenant, quand les gens vivent dans une relation codépendance, là, c'est grave. Oui. Parce que codépendance, il y a celui dont on dépend, il y a un qui est fort, il y a un qui est faible. Voilà. Le fort mettra tout à la disposition du faible pour qu'on dépende de lui. Et le faible prendra toujours et profitera toujours de ce que le fort met à sa disposition pour dépendre de lui. Vous comprenez? C'est clair. Voilà. Je vois. Mais c'est vrai de condamner des personnes qui se livrent à pareil acte. Mais est-ce que vous savez, vous autres, bon, d'abord, les condamnations, on va en parler peut-être avec Madame Quenon. Mais au-delà des condamnations, je vais vous demander, monsieur psychologue et d'autres, si il n'y a pas besoin aujourd'hui de faire peut-être un lobby pour accompagner ces personnes-là, ces coupables de ces actes, mais finalement, on comprend que c'est des victimes de leur propre histoire. Exactement. Un accompagnement psychologique, Exactement. parce que c'est des gens qui ne sont pas, qui vont pas à la peine de mort, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont sortir après, ils vont toujours être en société. C'est tard, les personnes vont payer pour leurs actes, peut-être en prison, mais la plaie n'est pas guérie, le problème n'est pas résolu, ça peut toujours revenir à leur sortie. Madame Quenon, dans le foyer, il y a des textes aujourd'hui qui protègent la femme, qui protègent l'homme. Globalement, même que ce soit dans le foyer ou pas, dans les relations humaines, il y a des textes qui protègent les uns contre les autres. Quand tu fais des coups et blessures sur l'autre, ce n'est pas gratuit. Oui, il y a le code pénal du Togo qui donne toutes les informations sur les sanctions quand il y a coups et blessures et même la violence psychologique et morale. Tout est prévu. Il y a Même violence psychologique et morale. Il y a le code des personnes et de la famille. Et il y a eu une étude au Togo sur les violences et on a constaté que les violences psychologiques et morales ont un taux très élevé au Togo. Et ça, le constat est là. Mais qu'est-ce que nous faisons pour guérir les gens? Et moi, en tant que défenseur des droits humains et de la femme, il m'arrive d'écouter les femmes et les filles en difficulté. Mais à un moment donné, je me dis que les hommes, excusez-moi, qui violent des petites filles sont des malades. Et on ne doit pas toujours dire on va voir la victime, on va guérir la victime, on va soigner la victime. Mais les auteurs des violences aussi sont des malades qu'il faut guérir. On ne les guérit pas. Et parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Il y a cette maladie de volonté, de puissance, de pouvoir sur l'autre, d'opprimer quelqu'un d'autre. Tout ça là, et la personne même qui le fait, je trouve qu'il n'est pas heureux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et M. Adama parlait tout à l'heure de s'aimer soi-même. On est mieux servi que par soi-même. Et dans l'éducation aussi, il faut apprendre aux enfants à savoir qu'ils sont des êtres de valeur, des êtres de qualité. Et il faut les aider à développer ces qualités-là. Au lieu de les gaver de biens matériels, de jouets, d'argent, d'habits, de chaussures, mais leur apprendre à comprendre qu'ils sont des êtres de qualité. Pourquoi ne pas acheter à un enfant, pour son anniversaire, un livre, par exemple, au lieu de lui acheter des chaussures, des robes sexy et autres, des mèches qu'on tresse jusque sur les fesses, etc., mais de valoriser sa personne, de lui donner un cadeau qui va nourrir son âme, et son esprit.
Mais la plupart du temps, nous sommes dans le matériel. Et nous mettons les enfants dans le matériel. Et à un moment donné, ils se rendent compte, à l'âge adulte, mais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, oui. Parce que le matériel ne peut pas les conduire dans le bonheur. Et quand nous parlons de couple, et j'ai dit tout à l'heure, le mariage se fait comment maintenant? C'est pas conformité, c'est parce que l'autre fait, moi aussi je fais, ou bien je veux répondre à ce que la société me reflète comme image. Et on vit sa vie. On donne de la qualité à sa propre vie. Si on a appris à s'aimer soi-même et qu'on est responsable. On ne donne pas, on ne vit pas pour les autres. On vit pour soi et on vit une qualité de vie pour soi. Et il faut l'apprendre à le faire. Il faut s'estimer soi-même et trouver que quand même, nous avons des valeurs, chacun individuellement, et à partager avec l'autre. Alors, est-ce que vous autres, vous faites des lobbies, comme ça, comme vous le dites, pour l'accompagnement des coupables de ces genres d'actes-là? Vous êtes quand même sur le terrain de la défense des droits de l'homme. C'est protéger aussi la femme, protéger les victimes d'aujourd'hui et protéger les potentielles victimes de ces malades-là, que de demander à ce que ces personnes, au-delà de purger leur peine en prison, qu'elles soient accompagnées, qu'elles soient guéries avant d'être relâchées en société. Justement, nous l'avons toujours dit, mais il n'y a pas eu d'oreille attentive jusqu'à présent. Et quand vous écoutez les femmes et les filles qui sont victimes de violences ou bien des actes répréhensibles, mais les auteurs ne viennent jamais. Les auteurs ne veulent pas qu'on les écoute. Et là, il y a du travail à faire. Les psychologues, les psychiatres, vous avez du pain sur la planche. Oui. Mais quand une femme vient se plaindre, la loi ne les oblige pas. Quand on appelle l'auteur, même si c'est le mari, la plupart du temps, ils ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas écouter. Et ça, il y a problème. Et aussi, il faudrait que la société et que l'État aident ces personnes-là. Qu'on ne mette pas seulement les gens en prison. La loi dit 5 ans de prison, amende telle, etc. Et puis ça sort au bout de 5 ans et ça replique quand même encore la même chose. Il récidive. Oui. Et là, il y a dans des cas de viol, il y a, excusez-moi, beaucoup d'hommes qui récidivent dans le viol. Oui. Et il y en a qui vont en prison, qui reviennent, qui recommencent. Et puis maintenant, bon, on ne porte plus plainte. Et ça se règle dans l'environnement. Et puis, bon, ou bien il y en a qui fuient, qui quittent ce milieu pour aller dans l'autre. Et c'est la victime qui souffre, etc. Mais il faudrait qu'il y ait des dispositions pour accompagner ces auteurs de violences-là. Alors, dans le cas dont on parlait, là, le cas le plus proche de nous, on a lu, et ça par contre, je n'ai pas, j'ai pas eu d'informations pour vérifier. J'ai recoupé, mais j'ai cherché l'information, mais je n'ai pas pu récupérer, que la dame, auteure donc de Une chose sur le mari, que c'était elle également qui était à l'origine d'un fait qui a défrayé la chronique. Une dame qui aurait tailladé un enfant parce que l'enfant a violé de la viande dans la sauce. Elle lui a fait des entailles sur le corps avec de la lame. Elle lui a passé du piment là-dedans. Serait le fils du mari, donc pas son enfant, l'enfant d'un précédent mariage. Okay. La dame, oui, elle aurait été peut-être punie, je crois. L'affaire a fait un peu toller. Déjà, un acte comme ça révèle la personnalité de la personne. Si, en ces temps, la personne avait été accompagnée, le drame d'aujourd'hui aurait pu être évité, hein, monsieur le psychologue. Vous avez un gros boulot, oui. C'est ce que je dis. Oui. Effectivement. Vous savez, quand il y a problème, c'est parce qu'il y a eu un début de la chose. Et même quand on parle du mariage, on dit mariage. Est-ce que dans l'éducation que nous recevons ou que nous donnons à nos enfants, est-ce qu'on leur parle du mariage? Non. Tout ce qu'on leur dit, va à l'école. Apprends tes leçons, réussis, tu vas trouver un bon boulot, tu auras des enfants. C'est à la fin qu'on ajoute le mari, tu vas te marier. C'est ça, va à l'école, apprends tes leçons, trouve un bon boulot, aie des enfants et peut-être ensuite marie-toi. Bon, peut-être que parce qu'on a compris que le mariage n'est pas forcément une fin en soi, pour certains. Bien, maintenant, quand c'est comme ça, vous voulez que l'enfant évolue avec quoi?
Parce que quand on prend le développement de la personne, de la personnalité, il y a des étapes. Il y a des étapes. Il y a l'enfance. Et dans l'enfance, ce sont les parents qui décident pour les enfants. C'est pour ça que quand l'enfant arrive à l'adolescence, il remet en cause toutes les décisions des parents parce qu'il veut prendre les décisions par lui-même. Il veut faire les choses. Et c'est ça la crise d'adolescence. Et après, il sort de l'adolescence. À la sortie de l'adolescence, en fait, il devient une personne accomplie. Et c'est en ce moment que, en fait, s'installe ce qu'on appelle le système de valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, Georges Touglo, je vais définir mon existence. Soit je vais dire, je vais me marier, je ne vais pas me marier, j'aurai des enfants, je n'aurai pas des enfants, je vais travailler, je ne vais pas travailler, ainsi de suite. Ce sont des valeurs que je décide. Le bien, le mal, il y a des valeurs que la personne décide. Et quand on est en face d'une réaction, donc d'une situation comme cela, on voit... de contact humain, je voulais dire. On va prendre le couple, comme c'est ça qui nous unit. Quand on est en face de, que ce soit l'homme ou la femme, quand l'autre réagit, j'inscris la réaction de l'autre dans mon registre. Qu'est-ce que moi j'ai décidé concernant comme punition ou récompense? En fait, c'est comme ça que ça marche, en fait. Punition, récompense. Qu'est-ce que, selon la réaction de celui qui est en face de moi, que ce soit ma femme ou mon mari. Là, ce que cette personne pose, qu'est-ce que moi j'ai décidé? Voilà. J'ai programmé réagir à ça. Et donc, je réagis. Ce qui fait qu'en fait, la personne n'a pas conscience de ce qu'elle fait. C'est déjà prédéfini. Notre système, le fonctionnement psychique est extraordinaire. Tout est déjà préétabli. Et quand il y a une information, on va chercher ce qu'on a déjà programmé. Ce fonctionnement serait plutôt bien parce que ça permet de s'éduquer, de se dire que voilà, peut-être nul n'est parfait, mon conjoint n'est pas parfait, il peut arriver à ce qu'il fasse ce travers, etc. Pas du tout. Et s'apprêter au pire. Non, pas du tout. Savoir encaisser. Désolé, c'est pas comme ça. C'est parce qu'on idéalise trop l'autre, qu'on est choqué quand l'autre pose des actes? Non, parce que au moment où j'établis mes règles, mes lois, je ne suis pas encore en face de l'autre. Ça, c'est seul dans ma chambre, dans ma vie. Que si jamais mon conjoint me trompe, je vais le tuer. Donc, on n'est pas encore arrivé là-bas. Okay. En face d'une trahison, voilà ce que je vais faire. Ok, en face d'une trahison, voici ce que je peux aller à César. Que ce soit même mon papa. Oui. En face d'une trahison, voilà ce que je ferai. Maintenant, c'est la socialisation. Quand on sera avec l'autre, est-ce qu'on va tolérer? Est-ce qu'on va pardonner? Est-ce qu'on va accepter? Ou est-ce qu'on doit nécessairement punir? Maintenant, c'est pour ça qu'on parle d'expérience. C'est pour ça que le couple, le mariage, en dernière position, ce qu'on appelle à l'école les copains-copines. J'espère que tout le monde comprend ce que je veux dire. Pas copains, amis, camarades de classe, mais copains-copines. C'est une manière d'apprendre la vie de couple, d'apprendre à tolérer, d'avoir en fait, en gros, l'expérience. Parce que ta copine ou ton copain aura un comportement que tu vas analyser. Je parle du système psychique, qu'on analyse, qu'on définit en même temps. Il y a certains qui réagissent, qui s'éloignent. D'autres qui essaient de pardonner, mais d'autres qui, après avoir pardonné, punissent. Tout ça, normalement, les parents devaient accompagner. Mais les parents disent, non, tu n'es pas grand, tu dois aller à l'école, je ne t'ai pas mis à l'école pour faire ceci et cela. Ouais. Et donc l'enfant, il va apprendre quoi? Voilà, il finit les études, il se retrouve en face d'une relation de couple, en face d'un homme ou d'une femme qu'il épouse ou bien qu'elle épouse. Et c'est là qu'interviennent donc les cheminements dont on parlait, là, les cheminements pour arriver à... Je vais ajouter, vous savez qu'en réalité,
nous apprenons de 0 à 5 ans, l'enfant apprend des autres, de l'environnement dans lequel il est, et surtout des parents à ce moment-là. Ça veut dire quoi? Si l'enfant voit papa et maman vivre là, la façon dont ils se parlent, ils se comportent, c'est vrai qu'ils ne parlent pas, mais tout ça rentre parce que l'enfant, c'est comme une éponge. Tout ça rentre en nous. Mais quand tu n'as personne, tout ce que tu fais, on te tape. On ne va pas t'appeler pour te dire, tu sais, ça on ne fait pas. Bien. Je n'ai jamais appris à pardonner. On ne m'a pas pardonné. Donc quand je grandis avec mes valeurs, je grandis avec toutes ces frustrations-là. Donc moi je dis, mais quand tu fais quelque chose, parce que c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Quand tu fais quelque chose, il faut que je te punisse. C'est clair. Parce qu'on ne m'a jamais pardonné. Et donc il faut d'abord qu'on me tape. On ne cherche pas à comprendre qu'est-ce que j'ai fait. Mais quand tu prends l'enfant, dès le bas âge, même avec les autres, la façon dont tu te combats avec ton mari, il voit que quand papa fait quelque chose, vous asseyez, vous parlez, cette chose-là, ce comportement s'installe dans l'enfant. C'est pour ça que les valeurs sont importantes. Le problème, c'est quoi? Mais moi-même qui suis marié, je n'ai pas appris ça. Je suis venu dans le couple, je réplique ce qu'on m'a enseigné. Maintenant, mon enfant grandit dans ça. Qu'est-ce qu'il va apprendre? Il n'y a rien à apprendre. Donc, d'abord, l'éducation doit commencer par les parents. Il faut qu'aujourd'hui, en tant que parent, qu'on accepte s'éduquer. C'est ce que maman disait tout à l'heure. Si moi-même, je n'aime pas les livres, je ne trouve pas de valeur dedans, je ne peux pas acheter un livre à un enfant, c'est clair. Donc, c'est vrai que nous sommes programmés, mais nous ne sommes pas aussi programmés que ça. Il y a toute une structuration qui est autour de nous qui nous permet d'apprendre. C'est pour ça que nous prions vraiment aux gens de vraiment comprendre que le mariage, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas seulement vous qui empâtissez, mais également vos enfants vont empâtir. Tout ce qui se passe aujourd'hui, là, ces enfants qui ont grandi, qui ont vu une femme verser de l'huile, ils ont été touchés. Hein. Mais s'ils ne le disent pas, ils ont été touchés. Maintenant, quel est l'accompagnement qu'on apporte à ces enfants-là? À ces enfants-là. C'est ça. Parce qu'ils ont vu que quelque chose est arrivé. Si par exemple, l'enfant aime vraiment son papa, mais tu penses, comment est-ce qu'il va réagir demain envers les femmes? C'est ça. Donc, il faut que, c'est tout un ensemble qu'il faut qu'on construise. On a du travail. Il va bâtir un mur pour qu'une femme ne lui fasse pas ça demain. Concernant les réactions, les attitudes réactionnelles, la Bible, en Luc chapitre 6, dit que l'homme bon tire du bon de son bon trésor et l'homme méchant tire du mauvais de son mauvais trésor. C'est quoi le trésor? Le trésor, c'est tout ce que nous avons emmagasiné. Nos interprétations subjectives, etc., les conclusions qu'on en a faites, voilà. Donc, et évidemment, il a bien souligné, c'est des choses qui sont déjà prédéterminées. Voilà. Donc, c'est pas, si vous voulez, c'est pas accidentel. C'est pas accidentel. Même si les gens se disent, ah, je sais pas, ça m'a dépassé, mais c'est des choses, le schéma a été déjà monté dans le subconscient. Et ça va réagir au moment voulu, dans une situation, circonstance donnée. Alors, quel conseil est-ce que vous donnez pour que l'on n'arrive pas, puisqu'on ne sait pas ce que nous on a programmé, on ne sait pas, je ne peux pas vous dire maintenant que moi j'ai programmé que devant cette situation je réagirai comme ça ou comme ça ou comme ça. Maintenant, c'est des choses qui s'emmagasinent petit à petit, maintenant, petit à petit. Quelles sont des astuces psychologues, madame, que non, vous, pour devant une circonstance comme ça, devant un événement qui nous choque, de pouvoir se contrôler, de pouvoir maîtriser sa nervosité et canaliser, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? La première des choses, c'est de prendre conscience même de son existence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vis. Alors, quel est le type de vie que je me fixe? Est-ce que je vais bien vivre ou je vais mal vivre? Si je dois bien vivre, c'est comme quelqu'un qui dit « je vais être en bonne santé ». Voilà, je vais être en bonne santé. C'est vrai, il y a des exercices physiques, il y a la nutrition, il y a toute une hygiène de vie à observer. Voilà. Ou bien je veux avoir une bonne carrière. Ça se prépare. Donc, de même, on doit aussi se préoccuper de soi, prendre conscience de son existence et maintenant, essayer effectivement de s'affronter. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire très souvent, s'affronter. Voilà. Voici mes faiblesses, voici mes fragilités. Effectivement, ça. Maintenant, qui peut m'aider? Allez voir la personne spécialisée dans ce domaine. Accepter. Oui. Voyez. Et la plupart, on tombe sur des gens qui ne font que vivre dans le déni. Ouais. Quelqu'un m'invectivait la dernière fois au téléphone. Je lui dis, tu sais, tu es très amer. Et je ne serai pas effectivement la victime collatérale de votre conflit, le conflit avec cette personne. C'est ce que je disais.
C'est-à-dire que si vous savez comprendre qui vous êtes et que vous ne dépendez pas du jugement de l'autre, de l'opinion de l'autre, quel que soit ce qu'il va vous dire, vous ne donnez pas accès à ces invectives. Alors, mon ami, je vais même donner effectivement un passage de Hébreux 12, 15. Que l'amertume ne vous laisse, aucune racine d'amertume ne demeure en vous et pour pouvoir pousser des rejetons et aussi affecter les autres. Comprenez, ça c'est important. Je dois reconnaître de quoi je suis victime ou quels sont mes mauvais trésors. Voilà. Et aller voir qui de droit pour m'aider. Ça c'est important. On est géré. Voilà. Et lorsque... Parce qu'il y a tout un cheminement. Tout un cheminement. J'ai connu des gens qui pendant 6 mois viennent aux séances. Ces gens effectivement se sentent mieux. Voilà. Et des couples qui étaient effectivement dans des crises, qui viennent, qui étaient au bord de la séparation, qui viennent, et qui sont rétablis, restaurés. Et effectivement qui repartent effectivement de nouveau. C'est cela. Vous voyez, c'est tout un cheminement. Alors, Madame Quenom Duro, de votre expérience de femme aussi, hein, pour nous, jeunes filles, femmes, ça peut arriver à tout le monde et à tout âge. Des astuces pour gérer, hein. Tu as des informations comme ça, alors tu rencontres ton homme, là, en situation délicate, tu fais comment? Tu respires d'abord un gros coup, et puis tu dis, je m'aime. Alors qu'est-ce que tu dis? Je m'aime. Si je pose un mauvais acte, je vais répondre de cela. Et qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas évident. Je reviens encore à l'éducation et à la socialisation. Et ça commence par là. Et c'est là où les enfants, en observant leurs parents, doivent s'édifier et aimer leur personne. Et ça commence par là. Qu'est-ce que je veux avoir comme vie? Est-ce que je tends vers l'excellence? Ou bien je veux faire du mal? Est-ce que moi-même, je m'estime en tant qu'être humain? Et c'est par là que je construis ce que je veux faire, ce que je veux avoir. Et là, quand je suis en face de l'autre, et le psychologue a parlé de copains, de copines, quand je suis en face de l'autre, quand je suis avec mes camarades en dehors de la maison, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux pour moi? Est-ce que je veux montrer une image positive? Est-ce que je veux l'excellence? Ou bien je veux copier ce que les autres font autour, qui n'est pas conforme à mes valeurs, etc. Et là, quand je m'édifie, alors devant ces situations-là, ce n'est pas que je souffle, ouf, mais je dis, mais ma personne, c'est ceci. Exactement. C'est ce que moi, je veux. Voilà. Je suis une personne de qualité. Je ne vais pas tomber dans le travers de l'autre. Je vis ma vie. Je vis une vie de qualité. Et ce n'est pas seulement matériel, c'est spirituel, c'est psychologique, c'est moral. Parce que l'être humain n'est pas seulement matériel, n'est pas seulement diplôme qu'on cherche à l'école, etc., ou bien une carrière. On veut s'édifier, on veut s'élever au-dessus de la matière, transcender la matière. Et c'est ça qui est important. Et là, devant ça, quand l'autre commence pas, comme tu le dis, jaloux, qui fait du mal, je dis, attention, ce n'est pas mon schéma. Vraiment, c'est ça. C'est pas mon schéma. Et si ça ne te va pas, tu sors du schéma. Oui, tu sors du schéma. Tu sors du schéma. Parce que toi, tu veux la qualité. C'est ça. Et les gens, comme nous le disons, s'improvisent pour le mariage et le dépendant de celui dont on dépend, bon, la femme, on la tape, elle reste là-bas parce qu'elle veut se conformer aux normes, elle ne veut pas d'histoire, ou bien elle ne veut pas être autonome, payer la facture d'électricité elle-même, etc. Et elle reste là-bas. Et puis des fois, on va dire à cause des enfants. Non, les enfants aussi sont des échappatoires. Voilà, il faut laisser les enfants tranquilles. Oui, tu vois. Donc, il y a tout ça. Même quand ils ont encore 20 ans, ils ont encore des enfants. Oui, et il y a tout ça. Et puis, le psychologue l'a dit tout à l'heure. On dit, bon, on fait les études, une carrière, un travail, fait des enfants. Et c'est après qu'on dit mariage. On fait les enfants actuellement aussi. On fait des enfants à l'improviste. On ne sent pas que c'est une responsabilité qu'on prend devant la société et on crée des monstres. Et ça nous retombe dessus. Alors, quelqu'un nous dit rapidement, merci pour votre émission qui met en lumière les problèmes de couple. Ma fiancée me porte des propos agressifs.
Elle m'a poignardé. Et après chaque retard tardif le soir, ce qui n'est pas de mes habitudes, suite au changement d'horaire au travail, malgré mes explications et celles de mes collègues, elle continue encore. Veuillez m'aider à trouver une solution. Comment on aide? Si déjà on est fiancés, on se fait du mal, mais l'avenir sera quoi? Alors, bon, s'ils sont fiancés, ils s'aiment bien, mais ils veulent continuer la démarche. Ils font quoi? Non, ils s'aiment, non, il faut comprendre ce que vous dire. S'aimer, là, même on dit ça tout le temps. Donne-moi aussi la parole. Allez-y. J'ai fait quoi? Non, vous n'avez rien fait. Oh. D'accord. Oui, donc okay, le sujet, la question vous interpelle. Oui, je vais expliquer quelque chose rapidement. Quand on parle du moi, le moi a sa manière de fonctionner. Et il y a quelque chose qui est important, qui est les mécanismes de défense. Ça veut dire que, devant une situation donnée, le moi trouve des ressources pour pouvoir faire face à la situation. Donc, il y a différentes sortes de mécanismes de défense. Des fois, c'est le déni, c'est la fuite, c'est même la responsabilité, c'est les vertus, on met en avant les bonnes qualités, ainsi de suite, ou bien c'est le passage à l'acte. Vous voyez. Quand je prends ce cas, il faut savoir que le mécanisme de défense de la dame, c'est le soupçon. Elle n'a pas confiance. Elle n'a pas confiance, c'est un manque de confiance en soi déjà à la base. Elle n'a pas confiance. Alors, vous savez, il y a certains, quelles que soient les preuves que vous allez leur apporter, ils ne vont jamais croire. Donc, à vous aussi de voir comment vous allez réagir ou bien interagir. Alors, comment on réagit? Comment on fait face à ça? On fait comment? Oui, il faut comprendre l'autre. Qu'est-ce qui lui fait peur? Je ne sais pas si on comprend. Quand on est en face, qu'est-ce qui te fait peur? Quand tu me vois, tu as peur de quoi? Que quelqu'un d'autre te prenne. Oh, tout simplement. C'est pour ça que quand tu rentres tard, oui, monsieur Agbedjoni. Je vais donner un exemple dans ce qu'il dit. La dernière fois, j'ai eu des fiancés que j'accompagne. Le monsieur dit, je vais faire un cadeau à ta soeur. Et après, il dit, bon, comme tu as deux sœurs, elle n'a pas parlé de l'autre sœur, la deuxième. Mais après, en discussion, il dit, je vais faire aussi un cadeau à l'autre aussi. La personne dit, mais pourquoi tu veux faire cadeau, tu ne m'as pas dit? Et ça, là, la petite comme ça, là, c'est devenu un problème. Alors, quand moi j'ai écouté, j'ai dit, non, attends, est-ce que tu as eu des cas comme ça? Est-ce que dans le passé? Et c'est là où la fille dit, oui, j'ai vécu des choses comme ça. Où des gens qui m'entouraient ont arraché mon gars. Donc, il dit, OK, il y a deux cas. En réalité, tu n'as pas été totalement guéri de ça. Tu l'as enfoui. Et généralement, c'est ça. Et le monstre te suit dans tes relations, et c'est très dangereux. C'est ce que beaucoup de gens font. Ils enfouissent les choses. Ils pensent qu'ils sont guéris, ils ne sont pas guéris. Donc, ce qui fait que quand tu poses l'acte, tout ça la revient en même temps. Et elle a dit des choses et après, elle a regretté. Oui. Heureusement que c'est au téléphone. Tu vois, sinon, elle a peut-être poignardé, on ne sait pas. Clair. Donc, c'est pour dire que cette sœur, cette fille, il faut qu'on l'écoute pour savoir qu'est-ce qui lui fait peur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a dû vivre quelque chose et puis ça lui rappelle, quand le monsieur ne rentre pas vite, ça lui rappelle tout ça. Non, il faut qu'elle sache qu'elle est dans une autre histoire. Justement. Maintenant, si elle ne peut pas s'en sortir seule, il faut qu'elle demande de l'aide. Il faut qu'on l'aide. Alors, ce couple-là, si vous voulez vraiment continuer, pensez au mariage et sauver vos vies sur terre, voilà, vous avez besoin de vous accompagner avant de continuer ensemble. On rencontre comment des gens dangereux, hein? On se trouve, on se regarde comme ça, mais il y en a qui sont nombreux dans leur tête. Il y a vraiment quoi. Il y a quelqu'un qui nous dit aussi de ne pas oublier l'influence des mauvais esprits dans les relations de couple. Et des influences spirituelles, bien sûr. Spirituelles. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai dit dans le cheminement, il faut passer souvent par des processus de libération ou de délivrance. Voilà, et continuer. Voilà, ça c'est important. Quand vous voyez quelqu'un qui se met dans une colère, je ne sais pas comment la qualifier, mais une colère qui lui donne de poser des actes aussi monstrueux. J'ai rencontré comme c'est un couple, et la dame, elle casse tout à la maison, elle frappe son mari. Et là, elle ne se contrôle plus. Vous voyez, il fallait
Vraiment les accompagner. Il faut les accompagner. Alors, on va finir rapidement, on va descendre rapidement sur cet aspect aussi. Quand ça ne va pas autant et que je me dis, ça ne me va plus et que je veux sortir de la relation, il faut que l'autre conjoint comprenne que l'autre veut sortir de la relation. Parce que ça peut arriver que l'un sorte de la relation, mais si on garde de bonnes relations, rien ne dit qu'on ne puisse pas se retrouver demain. Mais quand tu veux sortir d'une relation, ça peut être dangereux. Quand tu as un conjoint dérangé aussi en face, il préfère te perdre. Il préfère te perdre que de te laisser partir. Hein. Oui. Quelqu'un a dit, toute vérité ne sont pas bonnes à dire. L'autre a dit, en fait, c'est pas ça. C'est la manière de dire la vérité qui est importante. Ce n'est pas la vérité qui est importante. Mais c'est la manière de dire la vérité. C'est la manière de dire la vérité qui est importante. Ça veut dire, sortir d'une relation, ce n'est pas ça qui est important, mais c'est comment on sort de la relation. C'est ce qui nous échappe. Comment sortir? Comment dire non? L'essentiel n'est pas de dire non, mais comment le dire pour ne pas frustrer l'autre. Il faut ménager tout le temps les susceptibilités des gens. Non. Écoute, on est un couple. Ça devient compliqué. Hein. On est un couple. C'est un qui ne veut pas. C'est son droit. Oui. Il a parfaitement raison. Mais comment le faire comprendre à l'autre? Parce qu'après, l'objectif, c'est de ne pas devenir des ennemis. Parce qu'il y a certains qui veulent partir en te faisant du mal. Il y a certains, ils ne voient que l'instant présent et ils réagissent. C'est comme le cas de la dame là. Elle n'a réagi que sur le coup. Elle n'a pas vu les conséquences de son acte. Mais ce n'est qu'après coup qu'on se rend compte qu'on vient de faire quelque chose de mauvais. C'est clair. Il faut toujours penser à l'après. À l'après-acte que l'on pose. Et la manière dont on fait les choses. C'est important. Mais quel que soit le cas, on s'entend pour dire qu'aucun de tous ces actes ne peut être justifié. Non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver de raison à cette dame qui verse de l'huile sur son mari, ou bien à ce monsieur qui verse de l'acide sur sa femme parce que la femme l'a quitté, ou à cet homme qui s'y monte. C'est-à-dire on ne peut pas faire asseoir les gens maintenant pour leur demander comment ça s'est passé, c'est parti d'où pour justifier. On ne justifie pas. C'est à la base condamnable. Maintenant, après, on va voir comment accompagner, comment comprendre quand même ce qui est arrivé et voir, au-delà de la sanction à infliger à la personne qui a commis l'acte, comment l'accompagner à se réparer, à être plus humain. On s'entend sur ça. L'une des sanctions même, c'est la thérapie. Voilà. Et qui ne se fait pas malheureusement. On espère vivement que vous, les acteurs, les activistes des droits humains, que vous allez batailler dur pour que ça se fasse. C'est très important. Rien ne justifie la violence. Parce que nous sommes des êtres pensants. Nous sommes des êtres spirituels et moraux aussi. Et donc, on ne doit pas réagir avec notre instinct animal. C'est cela. C'est plutôt la raison qui doit conduire en tout acte. Mais vivement, comme je le dis, que les lobbies portent et qu'un accompagnement thérapeutique, psychologique soit fait à toute personne qui fait de la violence, quoi. Donc, au-delà de la peine de prison, en prison, il faut qu'on soit accompagné. Mais certains même, c'est pas en prison. La dame, là, si elle est à la prison de Tchévier, peut-être que c'est pas là-bas qu'elle devrait être. Elle aurait pu peut-être être azébée et puis être accompagnée normalement. Voilà, quoi. Une des punitions, c'est la thérapie. C'est la thérapie, oui. C'est pas enfermer. Il faut enfermer, mais c'est la thérapie. C'est ça. On se comprend que chacun fasse le bilan sur sa personnalité et devant des situations malheureuses que nous rencontrons, agir, comme on le dit, en pensant à demain, agir en connaissance de cause, en se disant qu'on est quelqu'un de grande valeur, n'oubliant pas la valeur que l'on a, madame. J'ai adoré quand même cette partie de la chose, se valoriser soi-même. Et puis, les religieux nous diront prier toujours, prier sans cesse et en toutes circonstances, demander de l'aide au suprême qui nous accompagne, qui nous guide dans l'action que l'on veut poser. Merci vraiment d'avoir animé ce débat ce soir, d'avoir échangé. Nous avons, j'espère, enrichi plus d'une personne, les téléspectateurs qui nous suivent chez eux. Merci donc à M. Magloire Agbeniedo, coach conjugal, d'être passé. Un plaisir. Merci pour la disponibilité. Donc, M. Adama Traoré, vous êtes homme d'église également et accompagnateur de couple. Merci pour le travail que vous faites. Merci, Lys. Madame Claire Kenom, coordinatrice de l'ONG Floraison.
Et puis, monsieur Edem, Tété Georges Touglo, psychologue clinicien de la santé, qui a un gros travail à faire avec ses collègues. J'insiste là-dessus. On va mettre les contacts de nos personnes de ressources, comme toujours, sur la page Facebook de l'émission pour toute personne qui se sent interpellée et qui a besoin de prolonger la discussion, alors qui a besoin d'accompagnement. Les contacts seront dès demain matin sur la page Facebook de votre émission Jeudi Femmes. Merci de nous avoir suivis. Rediffusion de l'émission mardi matin vers 9h30. Tout de suite, le journal de la nuit sur la télévision togolaise. Au revoir et à très bientôt.